Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers amis. Nous allons donc débuter ce webinaire. C'est le 7e webinaire du Réseau international des organismes de bassin depuis le début de cette année 2021. Webinaire que nous avons l'honneur d'organiser dans le cadre de la 9e réunion des parties à la Convention sur l'eau de 1992. Sur un thème important depuis longtemps déjà, comment accélérer le développement de projets susceptibles d'être financés pour l'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers. Alors avant de dire quelques mots en introduction à ce séminaire, je vous propose que nous vérifions ensemble que les conditions techniques sont bien claires pour chacun d'entre vous. C'est Édouard qui prend la parole. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire et nous vous invitons comme d'habitude à vous renommer pour faire apparaître votre prénom, nom et organisme, ainsi qu'à choisir votre langue en bas de l'écran, entre français, anglais et espagnol. Nous vous invitons à conserver votre micro coupé, excepté évidemment si le modérateur vous donne la parole, et à activer ou désactiver votre webcam en fonction de la qualité de votre connexion Internet. Vous pouvez par ailleurs écrire dans le chat pour poser vos questions ou nous rapporter des problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Et je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Je vous remercie. Merci, Édouard. Pour débuter, donc, quelques mots d'introduction. Le problème que nous allons essayer de regarder aujourd'hui est assez simple à exposer. Il est d'abord lié évidemment aux impacts du changement climatique sur toutes nos régions. Dans le monde entier, nous constatons une augmentation de la fréquence, de l'intensité des événements extrêmes comme les inondations ou les sécheresses, des difficultés à prévoir les nouveaux régimes pluviométriques, des modifications dans les débits des rivières, des fleuves, des dégradations des écosystèmes aquatiques. L'eau, comme nous avons l'habitude de le dire, est la première victime du changement climatique et nos sociétés, les populations de nos pays et de nos bassins en sont évidemment les victimes également. Pour s'adapter donc, pour faire face à cette nouvelle donne climatique, il faut des efforts financiers massifs, beaucoup plus importants que par le passé. Or, nous constatons que le portefeuille de projets d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau reste limité, en particulier pour ce qui concerne les bassins transfrontaliers. Pour trois grandes raisons que je rappelle, mais vous les connaissez. La première, c'est que d'une manière générale, les infrastructures liées à l'eau ont une place inférieure à celle de l'énergie, de l'agriculture, de la forêt, dans le regard, dans le portefeuille des financements publics nationaux ou internationaux. La deuxième difficulté, c'est que la plupart de ces financements sont organisés à des échelons nationaux, que ce soit les financements propres à chaque pays ou bien les logiques de financement des bailleurs internationaux qui généralement reposent sur des points focaux organisés par pays. L'approche transfrontalière par bassin est donc compliquée à mettre en œuvre pour ces canaux de financement. Et la troisième difficulté, c'est celle que nous entendons très régulièrement évoquer, c'est ce grand écart entre des bailleurs de fonds, des financeurs potentiels qui sont à la recherche de projets finançables, de projets bancables, d'un côté, et de l'autre, des porteurs de projets qui font face à la complexité de cette finance
climat, de cette finance internationale et qui ne savent pas comment monter leur projet. C'est pour cette raison que nous avons organisé ce webinaire pour essayer de rapprocher ces univers et de faire en sorte que, après cette séance, nous puissions mieux comprendre les difficultés rencontrées quand on veut monter un projet d'adaptation au changement climatique à l'échelle d'un organisme de bassin transfrontalier, mais aussi pour faire en sorte qu'on puisse trouver des recettes et partager des expériences concrètes. Le RIOB, avec d'autres partenaires comme la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, a lancé un certain nombre d'initiatives depuis 2017 à travers cette idée d'incubation de projets, c'est-à-dire ce regard apporté vraiment aux toutes premières étapes de construction des projets, au tout premier moment où il s'agit de transformer une idée en un début de description de projet. Et nous avons, depuis 2017, facilité l'incubation d'environ une soixantaine de projets grâce à des soutiens financiers divers. Nous avons également, en 2018, avec nos complices de la Commission économique pour l'Europe, des Nations Unies et de la Banque mondiale, produit et publié un manuel sur le financement des projets d'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers. Et nous aurons le plaisir, en conclusion de cette session, de laisser la parole aux représentants de la Banque mondiale, que je remercie par avance. Voilà, donc l'exposé des motifs a été rappelé et nous allons pouvoir maintenant, en chair et en os, si j'ose dire, voir comment un certain nombre d'organismes de bassin se sont débrouillés pour monter un projet d'adaptation, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les réussites qu'ils ont pu connaître, les échecs qu'ils ont pu connaître. Nous avons un focus particulier, vous le verrez, sur l'Afrique, continent qui a des besoins extrêmement forts en matière de développement de projets, mais nous aurons également le témoignage d'un bassin transfrontalier européen. Je remercie par avance tous nos intervenants d'avoir accepté de participer et je redonne la parole à Édouard pour l'animation de la suite de ce webinaire que je vous souhaite à toutes et à tous très fructueux. Merci Eric, et j'aurai donc le plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui pour ce webinaire, que nous commençons donc avec un panel riche et notamment deux premières interventions qui concernent les bassins africains avant de nous tourner vers l'Europe, puis de terminer avec la perspective d'un bailleur. Je commence tout d'abord avec Monsieur Blaise Léandre Tondo, l'expert principal de la Commission internationale pour le bassin du Congo, Ubangi Sanga. Et pour première question, nous savons que la SICOS a une expérience solide en matière de développement et de financement de projets en la matière. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ces expériences-là et quels sont selon vous les critères de succès pour ce type de montage de projet? Monsieur Tondo, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je remercie l'assistance pour cet instant qui nous est accordé pour essayer de parler de l'expérience de la SICOS. Et je rends hommage à Madame le secrétaire général de la SICOS, Madame Julie Thénault, qui, empêchée par des multiples occupations, n'a pas pu honorer par sa propre présence ce webinaire. La mesure où elle se trouve en mission, elle n'est pas sur place. Donc, elle m'a donc autorisé à pouvoir parler à sa place pour la SICOS. Mais c'est vraiment très difficile et c'est une très grande charge pour moi de parler à la place de Madame le secrétaire général. Vous voyez, il y a un très grand écart entre le secrétaire général et l'expert principal. Vous voyez, le fossé est très grand. Donc, vous ne me tiendrez pas rigueur de manquements qui pourraient être décelés de votre part d'expertise.
Donc, pour ce faire, j'ai donc le PowerPoint de Madame le secrétaire général de la SICOS que je vais essayer de partager avec vous afin que vous puissiez mieux suivre ce que je vais essayer de dire de la part de Madame le secrétaire général de la SICOS. Avec votre permission, je vais donc essayer de passer le webinaire. Merci bien. Donc, merci. Je vois que le modérateur Edouard apprécie que c'est bien montré. Donc, on va donc essayer de parler de l'élection de la SICOS et nous avons donc gardé le PowerPoint tel que préparé par Madame le secrétaire général de la SICOS. Donc, il y a son nom. Donc, l'élection de la SICOS présentée par Madame Eno Judith de Foudel Agbo, secrétaire général de la SICOS. Donc, nous allons donc essayer donc de faire comme c'est même qui parlait, donc en essayant de présenter selon ce petit plan. Nous allons donc essayer de rappeler, bien que Eric a fait allusion au Rio auquel nous appartenons, mais nous pensons qu'il y a toujours de nouveaux venus dans le réseau. Nous allons donc essayer de positionner la carte du bassin du Congo dans un premier temps. Et après, nous allons essayer de parler du contexte dans lequel nous agissons. Et ensuite, nous parlerons de quelques exemples de projets bancables, du cadre institutionnel et technique de ces projets, du lien de ces projets avec le changement climatique et de quelques types de bailleurs de fonds et la durée de processus qui est pour nous à peu près les difficultés dont a fait allusion M. Eric Tardieu et quelques messages. Donc, là, nous avons donc le bassin du Congo qui est au centre de l'Afrique même avec les pays frontaliers. Vous remarquez, il y a le Cameroun, la Centrafrique, le Soudan, l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola. Bref, il y a plus de 10 pays qui entourent ce bassin de Congo, qui partagent ce bassin transfrontalier, dont la superficie est environ de 4 millions de kilomètres carrés, avec son fleuve majestueux, le fleuve Congo, qui prend sa source dans les montagnes du Katanga, la frontière avec la Zambie, qui parcourt en fer de cheval toute la RDC pour se jeter dans le centre Atlantique à l'ouest de la RDC. Et ce bassin est un peu connu de tous puisqu'on en parle ces derniers temps-ci, tant du point de vue hydrographique que du point de vue forestier. Alors, comme il s'agit de la SICOS, qui est la Commission internationale du bassin Congo-Bangui-Sanga, structure mise en place par la volonté des chefs d'État du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazza et de la RDC au départ, par un accord qui créait la SICOS et qui mettait en place cette structure-là, et qui instituait la SICOS pour son premier mandat, qui était celui de promouvoir la navigation intérieure. Et par la suite, il y a eu un additif à cet accord, signé toujours par les 4 chefs d'État précités, et qui élargissait le mandat de la SICOS, la navigation intérieure, à l'agir. Et à cela s'est ajouté donc d'autres États membres, notamment l'Angola et le Gabon, ramenant les États membres de la SICOS de 4 à 6. Donc, nous sommes partis du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazza et de la RDC et du Congo. On y a ajouté donc l'Angola et le Gabon. En rappelant que l'adhésion à la SICOS est libre, hein, c'est chaque État qui veut qui adhère, donc État membre du bassin du Congo. Ainsi donc, conformément donc à nos 2 mandats, la navigation intérieure et l'agir, et nous avons donc eu à élaborer des documents de planification stratégique. Mais avant d'arriver à cela, je rappelle que conformément donc aux dispositions de l'accord et de l'additif, le secrétaire général de la SICOS est dûment habilité d'établir des relations avec des partenaires techniques et financiers pour l'accomplissement de sa mission. C'est ainsi que le secrétaire général de la SICOS a donc établi des partenariats, des relations avec la coopération technique allemande, GIZ, la coopération technique française, donc l'AFD, et le FEFEM,
également avec la BAD, la Banque africaine de développement, et l'Union européenne. Donc, grâce à ces accords-là de coopération, donc, des financements ont été donc mis en place pour le démarrage de l'activité de la SICOS. Ainsi, donc, on a donc eu à établir, à élaborer donc des documents stratégiques, notamment le plan d'action stratégique pour la navigation intérieure sous financement de la coopération technique allemande, de la GIZ, et le schéma directeur d'aménagement du chaîne des eaux, toujours sous financement de la GIZ. Alors, je signalerai déjà ici que le secrétaire général de la SICOS est dûment habilité à signer ces conventions de financement en représentant ici les 6 États membres de la SICOS. Pardon, donc, plus donc élaborer ces 2 documents et par la suite, la coopération a continué dans un cadre général et au niveau de ces 2 documents, il a été constaté que le défi principal à relever dans le bassin du Congo n'était pas le défi du manque d'eau, mais c'était plutôt le défi du renforcement de capacité des institutions. Afin que ces institutions de la SICOS, dans les États membres ou le secrétaire général, puissent recevoir des capacités pouvant leur permettre de commencer à mobiliser les ressources en eau du bassin. Donc, capacité technique et financière. Donc, chemin faisant, notre secrétaire général a donc pu, dans le cadre de l'incubation dont parlait Eric tout à l'heure, depuis 2017, vu des opportunités par rapport au schéma directeur d'aménagement des eaux, qui avait dans sa partie finale un programme de mesures, on a donc commencé à avoir des idées sur les opportunités existantes. Donc, ces opportunités, et je me souviens très bien quand je voyais dans le Rédit, donc par rapport au projet d'incubation en 2017, nous avons donc vu cette opportunité pour pouvoir élaborer ce projet que nous appelons aujourd'hui le projet pilote sur l'agir et les systèmes de défense sur l'eau pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Congo. C'est ce projet qui a donc été incubé dans l'opportunité que nous avait présentée M. Eric Tardieu, donc depuis 2017. Et chemin faisant toujours, comme je disais tantôt que le secrétaire général est habilité à établir des relations, donc les relations étaient également établies auprès de l'Union européenne et qui ont abouti à l'élaboration du projet intitulé « Appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la dureté du transport fluvial dans la zone SICOS ». Également, chemin faisant, toujours sous l'autorité de ces gens de la SICOS, les relations étaient établies pour également élaborer ce projet qui est le projet GMES and Africa, financé par l'Union européenne. Bon, à ce stade déjà, en ce qui concerne les projets d'adaptation au changement climatique, la SICOS est en train de mettre en œuvre ces 3 projets dont je viens de parler ici. Et il faut donc toujours signaler que le secrétaire général de la SICOS est habilité. C'est le mandat, c'est les compétences que lui ont donné les États membres de la SICOS à travers les dispositions qu'il y a dans l'accord et son additif. Non, c'est de ses compétences. Alors, maintenant, concernant le côté même montage institutionnel et technique de ces projets, que ce soit le projet avec l'AFD et le FEFEM comme financeurs, que ce soit le projet avec l'Union européenne, les 2 autres, la démarche est à peu près la même, le procès est à peu près le même, du point de vue institutionnel. C'est des termes qui changent. Mais on peut déjà voir que pour l'élaboration de notre opportunité, donc l'idée de projet, même comme parlait Eric tout à l'heure là, depuis 2017, donc
pour l'élaboration de cette note d'opportunité, qui est en fait la note d'identification, je dirais de pré-identification du projet, les bailleurs de fonds sont toujours avec nous, la SICOS. Et quand nous passons dans la note d'identification, dans la note de la pré-identification, en allant à l'identification du projet, qui est dans la NIP, selon la terminologie du FEFEM, nous avons toujours les bailleurs de fonds avec nous. Et ça continue au niveau de l'engagement qui est l'étude de faisabilité du projet. Donc, le montant institutionnel est reparti comme suit. Donc, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est la SICOS. Donc, la SICOS, on entend par là des représentants des 6 États membres qui font partie de la maîtrise d'ouvrage. Donc, il y a les 6 États membres de la SICOS et il y a le secrétaire de la SICOS. Ça se passe comment? À chaque étape, que ce soit l'étape de la NOP, de la NIP ou de la NEP, la SICOS rend compte à son comité de direction et à son comité de ministres qui font partie des 6 États membres, de sorte que le projet est suivi. Déjà à l'idée, l'identification et à la faisabilité. Donc, l'État membre suit. Et de l'autre côté, les bailleurs de fonds, je prends l'exemple de ces 2 projets de la SICOS, faisant par le FEFEM, à chaque étape, le FEFEM, à son niveau, au niveau de ce comité de pilotage, regarde toutes les étapes, regarde la NOP, regarde la NIP, regarde la NEP. Donc, regarde déjà la pré-identification, il donne son accord. Ensuite, nous travaillons, toujours par financement des bailleurs, on recrute un consultant qui vient nous aider, qui nous a aidés, puis c'est l'expérience aujourd'hui. On a donc fait la NIP, donc nous avons donc identifié concrètement avec le consultant financé par le bailleur, on a donc identifié le projet sur la base de la prédéfinition des idées, financement du bailleur. Ensuite, le bailleur a donc eu à regarder encore les résultats de l'identification et son comité de pilotage a donc donné son aval pour avancer vers l'engagement maintenant. Donc, pour voir maintenant la faisabilité. Donc, ils ont donc eu à payer donc, le consultant qui est donc revenu vers la SICOS pour faire maintenant la faisabilité qui était la NEP. Donc, c'est ce qui a donc permis à ce que le bailleur, en l'occurrence l'AFD et le FEFEM dans la coopération française, de s'engager, de financer ce projet. C'est donc tout un long processus. Alors, donc ce projet a un lien fort avec le changement climatique. Car ce projet offre à la SICOS, comme je disais tantôt, un renforcement des capacités pour le suivi hydrométéorologique et environnemental, ainsi que des systèmes d'information sur l'eau aux échelles régionales, donc au niveau des 6 États membres, à l'échelle nationale, donc au niveau de chaque État, pour améliorer l'adaptation au changement climatique conforme à l'ODD 13 dans le bassin du Congo. Donc, le lien de ce projet, en l'occurrence dont nous parlons aujourd'hui, projet financé par la Convention française, est très fort avec le changement climatique dans le cadre de l'ODD 13. Ensuite, ce que j'ai essayé un peu déjà d'expliquer bien au début, c'est l'implication des bailleurs de fonds dans tout le processus, surtout en prenant en charge le côté financier pour les différents consultants qui sont en appui à la SICOS pour monter la NOP, tous les documents, la NOP, pour monter la NIP, monter la NEP, donc bref, pour monter peu de documents du projet. Donc, nous avons donc les bailleurs de fonds type bilatéral, donc la LFD, le FEFEM, et autant des travaux qui étaient faits au niveau de la SICOS. Et qu'est-ce qu'on a, on a constaté? En fait, que le temps du processus est extrêmement lent. Donc, près de 5 ans entre l'élaboration de notre opportunité et la sortie de la convention. Et là, je rejoins vraiment ce que a dit Eric là.
c'est environ 5 ans. Parce que nous sommes parmi les pilotes hein, de ce processus-là, de processus d'incubation. Et je me souviens que quand M. Eric nous a remis le premier document de NOP qu'il fallait donc regarder ensemble, c'était en 2017. Donc, de 2017 à 2021, près de 5 ans. Près de 5 ans sont écoulés. Parce que la première note, c'est en 2017. Nous avons envoyé auprès du FEFEM et FD. Ils ont travaillé par rapport à leur comité de pilotage. Ils ont renvoyé, pour que nous élaborons maintenant la NIP. Nous avons élaboré la NIP, on a renvoyé, mais entre-temps, le bailleur avait recruté un consultant pour nous accompagner. Le consultant nous accompagner, qui est en l'occurrence l'OIO. Nous avons donc élaboré la NIP, que nous avons renvoyé, par exemple, au FEFEM. Le FEFEM a donc réuni en son comité de pilotage pour accepter qu'on passe maintenant la NEP. Et là maintenant, il y a eu encore recrutement d'un nouveau consultant pour nous accompagner. C'est toujours par des appels d'offres internationaux que FEFEM, que le bailleur organise. Il a donc été recruté un consultant qui est venu nous accompagner pour maintenant la faisabilité, donc les détails, point par point. Qu'est-ce qui sera fait dans le projet? Quels sont les objectifs globaux? L'objectif global. Objectif spécifique. Quels sont les résultats? Quels sont les moyens? Donc, en fait, bref, toute la rame. Donc, les résultats, les actions et les moyens dans le NEP. Pour ce dans le NEP, nous l'avons élaboré grâce à l'appui d'un consultant. Et tout cela, élaboré, renvoyé au bailleur qui a encore tenu son comité de pilotage et voilà maintenant, 5 ans après, nous avons donc eu ce financement. Donc nous, il n'y a pas eu de difficulté, mais c'est plutôt la durée que nous avons trouvée extrêmement longue. 5 ans après. Alors si il faut accélérer ce processus, c'est la question que nous voulons donc mettre à débat. Comment faire pour réduire ce temps extrêmement long? Parce que ça ressemble maintenant à des temps que nous voyons dans le domaine politique, là où un gouvernement a eu à faire voter des lois à l'Assemblée, mais l'application se fait par le gouvernement qui vient 5 ans après. Ouais. Donc, c'est extrêmement long. Entre-temps, celui qui a initié n'est plus au pouvoir. Ouais. Donc, il y a un risque de recommencement encore. Si une nouvelle administration se met en place, il y a un risque de recommencement. Donc, comment voir pour que l'administration qui est en place puisse arriver jusqu'à la mise en œuvre, plus que ça. Vous pouvez faire jusqu'à signer les documents. Donc, quelques messages clés ainsi. Donc, on va leur dire ceci. Donc, un des messages, c'est l'appropriation des projets et des résultats par les États du bassin bénéficiaire. Un des messages que nous voulons faire passer. Et l'autre message, c'est à peu près la création des chaînes de valeur autour des acquis du projet pour assurer la pérennisation. Donc, il faut créer des chaînes de valeur. Et enfin, un des messages qui est même au centre, c'est le renforcement des capacités des parties prenantes sur le changement climatique. Parce que c'est une thématique nouvelle, d'actualité. Et comme disait, je pense, Eric au départ, que des financements de fonds vert climat, c'est des financements difficiles à mettre en place. C'est carrément de la réforme institutionnelle. C'est carrément revenir et carrément changer les vieilles méthodes de travail. Puis c'est nouveau. Ouais. Alors, c'est pourquoi nous, ce message-là doit être vraiment au centre. Il faut le renforcement des capacités des parties prenantes sur le changement climatique. Il faut vraiment cela. Ça dit que ça sera des renforcements du point de vue structurel, mais également des hommes qui travaillent, de l'humain. De l'humain. Donc, c'est vraiment un message très important pour nous. Il faut qu'il y ait ce renforcement des capacités afin que, surtout que les délais d'élaboration des projets ne puissent pas dépasser les 5 années telles que nous avons connues là. Pour que le financement puisse être mis en œuvre, parce que pour éviter qu'un gouvernement qui a travaillé ne puisse pas voir la mise en œuvre et que le nouveau qui vient
puisse commencer à chercher à remettre en cause. Je pense que c'est ce petit message que je voulais vous faire passer de la part de Mme Secrétaire Jean Lassicos, et je vois que c'est une charge immense. Je ne sais pas si c'est dans les vrais termes qu'elle aurait dû dire, mais de manière un peu brute, en français facile, donc je vais donc essayer un peu de faire passer ce petit message. Je vous remercie. Merci Blaise Léandre, merci beaucoup. Tu t'es parfaitement acquitté de cette lourde charge. Je crois que l'exemple de la SICOS et des projets que tu as décrits est intéressant parce qu'il montre la nécessité, la double nécessité que du côté du bénéficiaire, la structuration pour la construction du projet soit en place. Et en particulier, il faut que le secrétaire exécutif ait le mandat de décider de construire un projet de la part des pays membres, premier point, et que, en parallèle, le bailleur, en l'occurrence le FEFEM, ait lui aussi une démarche progressive pour faire mûrir petit à petit, étape par étape, le projet. Et cette double compétence, cette double maturation du projet est vraiment intéressante dans l'exemple de la SICOS. Voilà, je vais redonner la parole à Edouard. Toutes nos excuses, il y a eu quelques soucis de piratage. Le chat ne correspond pas exactement à la thématique que nous avions imaginée. Avec toutes nos excuses, on est vraiment dessus. Et on va poursuivre dans la sérénité. Edouard. Merci Eric. Et oui, cela m'apprendra à essayer de rattraper l'écart entre le nombre d'inscrits, 450, et le nombre de participants en plaçant l'URL sur Twitter. Sur ce point qui éclaircit donc le petit problème technique que nous avons eu, je remercie Blaise. Effectivement, merci beaucoup pour cette présentation. On voit bien aussi l'importance de l'appropriation par les États des projets en cours de montage. Et je souhaiterais, en te remerciant, me tourner vers une autre région. On reste en Afrique, mais on vient de quitter le Congo-Ubangi-Sanga, qui est un bassin équatorial plutôt arrosé. Quelle est, pour la région Sahara et sahélienne, l'approche qui a été développée par l'OSS dans le cas du bassin du Nil? Comment on a pu assurer le montage d'un projet d'adaptation dans le cadre du bassin du fleuve Sénégal? Merci bien. Voilà, j'active mon micro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup pour cet honneur donc, qui m'a été accordé. En réalité, donc, c'est un des membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve du Sénégal, donc l'OMVS, qui allait donc présenter la quintessence de leurs problèmes relatifs donc, à la mobilisation des ressources financières, comment ils ont pu accéder à l'assurance climat. Et moi, étant chef de département haut de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, vous savez, c'est une organisation internationale basée à Tunis, qui a 32 pays membres avec d'autres organisations sous-régionales internationales. Mais le point important à savoir, c'est que l'OSS a une double accréditation, aussi bien au fonds d'adaptation qu'au fonds vert climat. Donc, nous avons ce devoir d'accompagner les pays dans la mise en œuvre, mais aussi dans le développement des projets bancables. On les accompagne et on sait très bien, notamment pour les pays francophones, mais ce n'est pas seulement l'industrie. Et effectivement, développer un projet bancable n'est pas évident. Donc là, je vais partager mon écran avec donc l'expérience de... Excusez-moi, ça n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Tu nous précises, hein, si besoin, on peut assurer le partage d'écran de notre côté. Ben, moi, j'essaie. Je suis là ouvert. Attendez. Pourquoi ça n'est pas encore? Je ne vois pas ma présentation fichier. Si tu le souhaites, on peut partager l'écran de notre côté. Oui, pas de problème, mais voilà. Vas-y, Félix, je te laisse faire le partage.
Merci beaucoup. J'ai la main? Il faudra Oui. nous préciser suivant et puis on passera à la slide suivante. D'accord. Donc, sur plein écran, s'il vous plaît, panorama. Merci beaucoup. Bon, alors, oulala, la première page de gars, merci beaucoup. Donc, je m'en vais vous présenter l'expérience du bassin du fleuve Sénégal, notamment sur le développement, enfin la mise en œuvre d'un système d'alerte précoce multirisque et l'amélioration de la capacité d'adaptation, que ce soit les populations, mais aussi l'organisation, donc l'OMS. Suivante, s'il vous plaît. Bon, et le processus qui a été développé, donc très bien introduit par M. le secrétaire général, M. Tadieu, effectivement, donc ce projet, comme d'autres, ont été donc inscrits dans cette initiative RIOB, donc projet incubateur, 100 projets incubateurs. Et à l'origine, ce projet, ça s'appelait mutualiser les observations donc satellitaires pour l'innovation des services dans le bassin du fleuve Sénégal, MOSIS. Et il y a un certain nombre d'organisations avec qui on a travaillé, bon, notamment bien sûr avec le RIOB, mais vous avez aussi CESBio qui ont beaucoup travaillé dans cette idée de projet. Et pour arriver, bon, bien sûr il y a le CAC, etc., mais pour arriver finalement à un projet vraiment bien incubé, et maintenant il faut chercher quel serait le bois de fond qui est donc disposé à pouvoir prendre en charge ce projet-là. Bon, bien sûr, comme l'OCS outil est co-acteur dans le développement de cette idée de projet, et étant donc doublement accrédité, la question ne se posait pas. Il fallait déjà adresser donc à l'un des fonds. Effectivement, ce que mon prédécesseur a dit, c'est qu'avec le JCF, c'est de plus en plus compliqué pour obtenir vraiment le financement. Vous pouvez passer facilement 4 années avant d'obtenir le financement, tandis qu'avec le fonds d'adaptation, vraiment, c'est relativement aisé. Il y a moins de complications. Le format reste toujours le même. La procédure reste toujours la même selon qu'il soit national ou bien transfrontalier. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quand on a introduit ce projet, on lui a donné, il fallait, et c'est ça aussi la difficulté quand il s'agit de développer un projet pour ces deux guichets climat, c'est d'expliquer la raison pour laquelle, effectivement, le climat est en cause des difficultés auxquelles les pays sont confrontés, l'organisme de bassin est confronté. Des fois, on décrit tout un ensemble de problèmes. Mais pourquoi et d'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment le climat? Ça a l'air évident, mais il fallait démontrer qu'il y a un lien entre le climat et puis un lien de cause à effet entre ce qui se passe et le changement climatique, les effets observés, etc. Donc voilà, c'est ça qui nous a donné la nouvelle appellation, le nouveau titre de ce projet qui consiste à renforcer, à améliorer la résilience de ces communautés vulnérables, notamment celles du monde rural, les femmes, les jeunes dans ce bassin saharo-sahélien subhumide avec le foutage avec comme acronyme ARC, donc amélioration de la résilience au changement climatique, donc dans le Sénégal River Bassin. Les pays, bien sûr, on connaît, donc c'est les 4 pays, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Bon, comme c'est l'OSS, qui est l'entité de mise en œuvre du fait de son accréditation. Donc, effectivement, on n'a vraiment pas ménagé les efforts pour appuyer davantage les pays à bien formuler le projet. Et l'entité d'exécution étant le OMVS. Le montant, vous voyez, c'est l'ordre de 14 millions. Juste pour l'information, le Fonds pour l'adaptation, il a maintenant augmenté l'enveloppe au lieu de 10 millions. Bon, vous allez jusqu'à 20 millions de dollars pour soumettre son projet. Et la durée de ce projet est de 5 années, soit 6 mois. La suivante, s'il vous plaît. Alors là, j'essaye rapidement de brosser un peu les raisons pour lesquelles ce bassin est très vulnérable et ça nous a amené à trouver justement le justificatif et soumettre au fonds d'adaptation
de projet avec l'argument qu'il faut. Bon, en 2 mots, c'est une région vraiment qui en proie donc à une hausse des températures. On a vu, donc, c'est de l'ordre de 1 degré dans les années 70 et maintenant. Et les prévisions montrent que la température n'ira que en croissant, ça ira de 3 à 6 degrés. Bon, on espère qu'il y aura une inversion de la tendance, mais on observe vraiment une variabilité dans les pluies, une baisse donc notamment dans les têtes de bassin quand on prend le Fouta-Jalon où il prend sa source. Et vous avez effectivement aussi la diminution du débit de notre cours d'eau, notamment le cours principal. Bon, comme conséquence, malheureusement, dans ces régions où vous avez plusieurs milieux bioclimatiques, vous avez la déforestation massive, ce qui ne devrait pas se faire dans cette région. Vraiment, le couvert végétal est déjà rare. La déstabilisation donc du cours d'eau, de leur régime, une mauvaise qualité de l'eau, c'est vraiment donc tout se retrouve et il va dans les eaux souterraines, bien sûr, et c'est ça aussi qu'on a comme, entre autres, grande conséquence, la réduction donc, de la recharge des nappes, mais aussi sur le plan halieutique, vous voyez, le stock de poissons donc s'amenuise, il y a une dégradation donc des zones forestières, etc. Et bon, et le plus grave aussi, ce sont les communautés rurales, malheureusement, qui sont de plus en plus vulnérables. Il faut trouver vraiment une solution pour que leur champ, leur réserve vraiment soient préservées. Donc, il faudrait mettre à la disposition, donc même en temps réel, les moyens de pouvoir obtenir des informations, des données fiables que l'on pourrait donc fournir aussi bien aux techniciens qu'aux décideurs ou bien aux gestionnaires potentiels de ces ressources naturelles, notamment le potentiel en eau du bassin du fleuve Sénégal. Mais il se trouve que l'OMVS dispose des outils de suivi hydrologique. Malheureusement, c'est insuffisant, parfois même en déclin. Et c'est la nécessité donc de renforcer cela. Donc le travail de mutualisation qu'il y a eu avec les différents organismes, les différentes parties prenantes, comme j'ai introduit au tout début, donc ça a permis de voir quel serait l'outil vraiment le plus fiable, qui nous donnait des informations en temps réel, en peu de temps, et couvrir des espaces extrêmement grands, mais c'est de se retourner vers la télédétection. Donc ces images satellitaires nous donnent vraiment des informations très très précieuses qui sont gratuites, et surtout la résolution avec la Sentinelle-2, vous avez des résolutions de l'ordre de 10 mètres. Vous voyez, ça permettait vraiment d'avoir pas mal de précision quand on veut suivre vraiment l'état de la dégradation des terres, l'aménagement des couverts végétal, la question des cultures, l'extension donc de certaines inondations. En temps réel, on a l'information et on va essayer de trouver quelles sont les solutions idoines qu'il faut donc vraiment tout de suite trouver pour au moins préserver vraiment l'essentiel, que ce soit les vies humaines, animales et surtout le couvert végétal. Et diapositive suivante. Alors, en 2 mots, j'essaie de présenter rapidement donc la structure de ce projet. Alors, l'objectif global duquel découle donc l'acronyme, c'est améliorer la résilience au changement climatique des communautés de la bassin de ce fleuve grâce à la mise en œuvre donc de ce système d'alerte précoce multi-aléas et d'action d'adaptation. On a là 4 objectifs spécifiques: développer ce système d'alerte précoce, soutenir et mettre en œuvre des mesures de gestion durable des terres et de la ressource en eau, renforcer les moyens de subsistance donc des communautés rurales, et enfin les capacités et les outils de gestion de l'OMVS, dont les outils satellitaires. C'est ça qui est important pour que l'OMVS puisse enfin être doté des moyens nécessaires pour trouver de l'information en temps réel et alerter qui de droit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour cela, donc, on a un certain nombre de résultats qu'il faut attendre. Résultats donc inscrits dans la durée, dans le long terme, c'est fondamental. Un projet en soi-même, c'est juste pour une sorte d'expérience pour voir que c'est faisable, mais après, il faut l'approprier. Donc, il faut qu'on ait un système d'alerte précoce qui soit utilisé et entretenu par l'OMVS. Il faudrait qu'il soit hyper efficace et à tout moment, on continuera à donner l'information utile aux décideurs.
il faudrait que les ressources en eau, en terre, en sol, soient protégées de manière durable. Il faudrait que les modes de subsistance des communautés rurales vulnérables soient renforcés et diversifiés. Et enfin, les capacités, comme je disais, donc de l'Ouest, mais aussi des populations qui sont riveraines, pour s'adapter, il faudrait aussi que la production de chaînes, surtout cela doit être renforcée, mais aussi partager les connaissances importantes pour que nous puissions donc mieux comprendre donc, toute la dynamique qui se retrouve dans ce système. Pour arriver à cela, il y a un certain nombre d'activités à mener, diapositives suivantes, s'il vous plaît. Ce sont donc les composants. On a 3 packages d'activités à mettre qui seront bien sûr déclinés donc en action. Il y a l'appui donc à la mise en œuvre de ce système d'alerte précoce et vous avez donc en face le montant et bien sûr défalqué donc des 14 millions. La composante 2, c'est elle qui est vraiment extrêmement fondamentale et importante parce que là, il y aura un certain nombre d'activités à mener sur le terrain, des actions pilotes à mener sur le terrain et mettre vraiment dans la pleine implication donc la communauté rurale, notamment donc la communauté vulnérable telle que les femmes, les jeunes, pour créer donc de nouveaux emplois. Et bien sûr, qui dit pilote, c'est de voir donc la faisabilité donc de tous ces systèmes et comment maintenant l'étendre à l'échelle complète donc de ce bassin. Et enfin, bien sûr, la troisième composante qui est toujours réservée au renforcement des capacités, il faut toujours sensibiliser parce que alerter c'est bien, informer c'est bien, mais il faut aussi sensibiliser sur certaines décisions qui seront prises, des leçons tirées et comment on peut pérenniser, s'approprier et surtout le côté durable en matière donc de maintenance de ce système. Et bien sûr, il faut toujours continuer à partager ces connaissances, aussi bien avec les comités locales, mais aussi donc l'expertise régionale et internationale pour mieux donc accroître la performance donc de ce système d'alerte. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, globalement, voilà comment, à ce stade, parce que là, ça sera avec la diapositive suivante. Là, à ce stade, donc, c'est juste le montage de la pré-concept note. Et en gros, voilà comment c'est structuré. Bien sûr, comme je vous ai dit, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, donc ça sera donc les implementing agencies, donc pour la mise en œuvre, mais l'accompagnement du pays, et le suivi aussi de la mise en œuvre, de l'exécution de ce projet. Vous avez l'ONVS, notamment donc le département ou la direction environnement et le développement durable, et avec la mine Dieye, donc c'est là où vous avez donc l'entité régionale d'exécution de ce projet. Bien sûr, c'est encadré avec des organes de suivi et de gestion, tels que donc le comité de pilotage à votre droite et un petit comité de suivi assez restreint, limité au commissariat de l'ONVS et aussi à la société d'exploitation et de gestion donc, du barrage du Diamant. Et puis à l'échelle nationale, vous avez donc les entités nationales qui sont donc là devant vous dans chacun des 4 pays. Chacun va désigner donc quelle sera la structure focale nationale qui va suivre, quelle sera ensuite la direction qui sera en charge donc de mener cet exercice. Bien sûr, en dessous, vous avez une sorte de comité interministériel pour mieux gérer et suivre, puisque le projet il est pluriel. Il y a l'eau, le sol et la terre, et bon, les aspects donc de pêche. Et à l'échelle locale même, donc vous avez un certain nombre donc, de gouvernements locaux, de gouvernements qui sont concernés, mais la structure même de la mise en œuvre, et puisqu'elle va jusqu'à l'échelle locale, vous voyez, on n'a rien oublié, donc il y a la société civile, il y a les ONG, vraiment, tout le monde sera donc impliqué là-dedans, notamment donc le champ et les jeunes pour donc la mise en œuvre de ce projet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors là, c'est la feuille de route. Depuis le travail qui a été commencé avec donc l'initiative du RIOB à l'incubation, ensuite on est passé vers donc, le fonds pour l'adaptation, le banc de fonds. Et bien sûr, il faut toujours que les pays endossent avec leur lettre d'endossement pour dire nous sommes d'accord pour que le projet soit financé par des barres de fonds, notamment le fonds pour l'adaptation. Et c'est tout à fait normal parce que
l'approche c'est bottom-up, c'est-à-dire c'est l'implication des pays qui expriment bien leurs besoins, il faut que ça paraisse bien. Et nous, on ne fait que faciliter la meilleure façon d'écrire pour justifier la relation entre le climat qui est la cause et les conséquences que nous observons tous les jours, chaque année. Ensuite, donc, une fois les d'endossement obtenus, donc le document, la pré-concept a été soumise donc au fonds d'adaptation. Et en mars, vous voyez, donc, le projet, la pré-concept donc, a été approuvé. Maintenant, l'étape dans laquelle nous sommes, c'était de rechercher donc un consultant régional, international qui va nous élaborer la note conceptuelle. Il y a eu un premier appel à candidature, malheureusement, qui a été infructueux. On a relancé encore cet appel qui vient donc d'être clôturé le 17 de ce mois. Actuellement, donc, on est en train de dépouiller les offres que nous avons reçues de manière à ce qu'on puisse rapidement élaborer cette note conceptuelle. Et bien sûr, c'est là où on a davantage intégré. Vous voyez, quand j'ai parlé des partenaires, vous ne voyez pas, par exemple, le RIOB ou bien d'autres partenaires qui étaient cités du temps de l'incubation du projet. Mais c'est pendant cette période-là qu'en ce moment-là, on va davantage préciser. L'essentiel après concept, c'est des procédures, c'est vrai, et qui prennent peut-être un certain temps. Tant qu'on ne justifie pas, on n'argumente pas, bon, on va toujours tourner en rond. Mais nous, l'OCE, c'est entre autres notre devoir d'accompagner les pays, de mieux formuler. Parce que l'accréditation, c'est quoi? C'est-à-dire, si nous accordons le feu vert au pays, donc l'acceptation auprès du secrétaire du fonds d'adaptation, elle est rapide. Ouais. Et donc, à l'élaboration de cette note conceptuelle, nous espérons qu'il y aura cet atelier région avant la fin de l'année pour qu'on soumette à nouveau donc, cette note conceptuelle en janvier. Parce qu'il y a deux périodes dans l'année, donc janvier et puis août. Et en ce moment-là, on espère obtenir l'approbation de cette note conceptuelle et élaborer cette fois vraiment le full-size, le vrai document, vraiment qui va donner, qui aura tous les détails dont on aura besoin pour justifier donc l'impact de ce climat et comment inverser la tendance. Alors, bien sûr, peut-être on a un collègue qui est expert en système d'information, géographie et intellectuelle, M. Ndou, donc de l'OMBS. Peut-être il y a quelque chose à ajouter dans cette présentation, ou bien alors il pourrait intervenir durant la période des questions. Donc voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à ce projet. Merci beaucoup. Merci Abdelkader et bravo, c'est vrai que c'était un beau tour d'horizon pour voir comment de l'incubation jusqu'à la soumission, les différentes procédures devaient être honorées et on voit à la fois le besoin de structurer un peu cet accompagnement de l'incubation et aussi l'attente de la part des bailleurs d'une part d'innovation qu'on a pu illustrer dans le cadre de ce projet-là avec le suivi satellitaire. Merci Abdelkader pour ton intervention. Par contre, j'ai des questions, enfin des messages clés, peut-être ça pourrait apparaître là. Oui, tu peux passer la diapo suivante. Je crois qu'on n'en a qu'une en plus qui affiche en fait les partenaires. Je crois qu'on n'a que ça, non? Ah d'accord. Oui. En fait, bon, moi j'ai des messages qui rejoignent aussi mon prédécesseur. Et en fait, ce qui est fondamental, il faut toujours prendre le bassin dans ses limites naturelles. Et il y a une approche holistique. Pourquoi? Parce que ces ressources en eau de surface ne sont jamais isolées. Elles sont en parfaite relation hydraulique avec les eaux souterraines. On ne peut pas les saigner. Et les eaux souterraines jouent vraiment un rôle tampon, notamment en période de basse eau et surtout en période de sécheresse prolongée. On sait très bien l'OMVC qu'il y a certaines portions du fleuve pour lesquelles les exploitants, parce que 85% de la population elle est vraiment autour de ce coteau, donc le cours principal, des fois, ils demandent même à ce qu'il y ait un peu de lâchure pour pouvoir continuer l'activité. Et c'est là où les eaux souterraines sont fondamentales pour pouvoir vraiment supporter le fleuve Sénégal. Donc ça, c'est fondamental. Il faut toujours prendre le système dans son intégralité. C'est là, justement, l'apport de la télédétection. Donc, notamment Sentinelle-2, avec une grande résolution et couvrir tout le territoire en si peu de temps.
Le second message, c'est la nécessité de renforcer les capacités des pays sur le développement des projets bancaires. Ça, c'est fondamental. Vraiment, je remercie beaucoup l'initiative du RIOB. C'est quelque chose à continuer. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est fondamental parce que comment justement une idée qui a l'air peut-être même, je ne sais pas, excusez-moi du terme, peut-être saugrenue, mais en fait, quand on creuse avec toutes les questions vraiment savamment bien comment dire quoi, structurées, on arrive à sortir quelque chose vraiment de bancal, d'initiative, donc projet incubateur. Le troisième point, et ça, je pense, il ne faut pas prendre le projet comme étant une fin en soi. Non, on doit s'approprier des projets. On doit, surtout dans le cas qui nous concerne, donc la mise en place des systèmes d'alerte précoce. L'OMS en a, mais on a vu que c'est insuffisant, voire même un déclin. Non, il faudrait maintenir, il faut continuer, il faut être à la page, il y a toujours un développement qui se fait, il y a d'autres nouveaux satellites qui vont arriver, il y aura beaucoup plus de Grèce nous permet d'aller un peu plus en profondeur, pas seulement en surface, mais il faut continuer à maîtriser ça. Il faudrait qu'au sein de l'OMS, qu'il y ait une structure qui suive ça. Mais vous savez très bien, on a un problème qui est récurrent, c'est la mobilité du personnel. On forme des gens et quelques années plus tard, c'est un autre, il s'en va, il est promu ou bien il y a d'autres raisons. Alors, c'est un éternel recommencement. Mais il ne faudrait pas baisser les bras. Je pense que l'appropriation, c'est fondamental. Merci beaucoup. Voilà les 3 messages. Merci Abdelkader. Effectivement, on retrouve ce souci d'appropriation au-delà de ce que l'on venait de dire sur le côté innovant du satellitaire. Voilà. Nous retournons désormais, alors il faut arrêter le partage d'écran, mais nous retournons désormais en Europe avec l'intervention de M. Dragan Jelko. Dragan, you're Secretary of the International... Vous êtes le secrétaire de la Commission internationale du bassin de la Sava et ma question est la suivante. Quelle est votre expérience? Quelle est l'expérience de la Commission internationale du bassin de la Sava s'agissant du développement, de l'élaboration de ce type de projet? Merci beaucoup, Edouard. Et tout d'abord, bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Mes chères salutations de la Croatie. Et avant de commencer le partage d'écran, j'aimerais remercier le RIOB d'avoir organisé cette rencontre pour que je puisse partager mon expérience avec les différentes parties prenantes et avec un public si large. Je vois que nous avons des participants venant des 4 coins du monde. Sans plus attendre, je vais partager mon écran et ma présentation. Très bien. Pour commencer, comme l'a été mentionné, je vais parler de nos expériences en tant que la commission de Sava. Je vais partager les grandes lignes et pour commencer, je vais vous donner quelques informations s'agissant de notre bassin. Nous sommes, et j'espère que, ou j'imagine que la plupart des participants qui sont connectés connaissent et sont familiers avec le bassin Sava. C'est la superficie est de 97 700 km² dans le sud-est de l'Europe. Il s'agit du 12e sous-bassin du Danube. Le fleuve, la longueur du fleuve est 945 km dans 494 km de voies navigables. Non. Et en ce qui concerne le débit, cela commence en Slovénie, le fleuve passe par la Croatie. Ensuite, il traverse la frontière entre la Croatie et la Bosnie, ensuite la Serbie, avant d'arriver au Monténégro. Et en Serbie, c'est à Belgrade. La population est d'environ 9 millions d'habitants. Et les pays
qui partagent ce bassin, à savoir la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Monténégro, et une petite partie appartient également à l'Albanie. S'agissant de notre travail au sein de la Commission, nous avons un document de base. Il s'agit de la pierre angulaire de tout notre travail au sein du bassin de la Sava. Il s'agit d'un document qui a été signé en 2002 et mis en œuvre après ratification en 2004. La Commission de la Sava a été établie en 2005. Mais ici, j'aimerais également mentionner le travail que l'on fait. Nous avons un accord cadre sur le bassin basé sur différents protocoles. Les pays souhaitent prolonger et augmenter la coopération transfrontalière pour le développement durable de la région. Nous avons des protocoles pour les différents pays qui se trouvent au sein du bassin. Nous avons un régime de navigation, une protection contre les inondations, une prévention de la pollution de l'eau causée par la navigation. Et cette dernière règle date de 2017. J'espère que les organisateurs vont pouvoir partager les présentations parce que moi, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails lors de ma présentation. Ensuite, en ce qui concerne la Commission internationale du bassin de la Sava, notre commission a vu le jour en 2005. Nous avons 4 parties membres, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Le Monténégro est un État coopératif, même s'il ne s'agit pas d'un membre à l'accord cadre. La Commission en elle-même a un membre et un membre suppléant de chaque partie. L'accord de siège avec le gouvernement de la Croatie. En ce qui concerne le financement, il s'agit de contributions annuelles des pays membres. Nous convenons de 2 à 3 sessions par an. C'est le secrétariat qui se trouve à Zagreb qui organise ces différentes sessions réunissant les différents membres, les fonctionnaires et agents locaux. Nous avons voici un aperçu d'une sélection d'activités liées au climat. Je souhaite en mentionner certaines. Pour commencer, nous avons notre projet pilote sur le changement climatique, établir le lien entre la planification de la gestion des risques d'inondation et l'évaluation du changement climatique dans le bassin de la Sava en date de 2013. Nous avons élaboré ce document avec le soutien du CE-ONU. Ensuite, le document de référence du premier RMBP de la Sava, changement climatique et planification RBM en 2013, le plan d'adaptation et l'eau et du climat en étroite collaboration avec la Commission européenne. Encore une fois, le plan d'adaptation de 2015 qui a été préparé pendant plusieurs années, mais finalisé en 2015 et mis en œuvre par la Banque mondiale avec le soutien solide de la Commission de la Sava. Et enfin, le schéma de la stratégie d'adaptation au climat et de mesures prioritaires à l'échelle du bassin pour le bassin de la Sava en 2018, qui était soutenu par le REOB, l'AFD et d'autres parties prenantes. Je souhaite également parler de ce plan d'adaptation de l'eau et du climat. Cela a compris une étude complète et holistique. Nous avons regardé les différentes données issues de notre bassin. Par la suite, nous avons regardé les différentes hypothèses pour des périodes de 20, 30 et 40 ans à l'horizon 2040, entre 2040 et 2070, et ces analyses sur un modelage climatique. Par la suite, nous avons effectué une simulation avec un logiciel afin de planifier les scénarios futurs pour que nous puissions avoir une idée des impacts de l'incidence du changement climatique
au sein du bassin de la Sava. Il s'agit d'un outil qui a été adapté au modélage climatique par la Commission de la Sava. Nous avons également passé en revue les différents impacts climatiques sur les secteurs différents, les secteurs clés, la navigation, la gestion des risques d'inondation, l'agriculture et j'en passe. Et de manière générale, on peut dire que les changements hydrologiques, les événements météorologiques tels les inondations, les sécheresses, les fortes chaleurs et d'autres aléas liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles et vont frapper le bassin. Si je passe à l'adaptation, nous avons élaboré différents plans et mesures qui doivent être entreprises pour faire face au changement climatique. Nous avons discuté de cela avec les parties prenantes. À titre d'exemple, le développement d'un système de gestion des risques d'inondation. C'était une priorité pour ceux et celles qui se retrouvent dans des zones à haut risque d'inondation. Je suis fière de vous dire que nos travaux ont porté leurs fruits. Ce système a été mis sur pied en 2018. Par une autre étape, c'était l'élaboration d'un document de référence. Encore une fois, la commission de la SAVA a préparé ce document qui a été adopté par les 4 pays. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que le document est aligné avec les directives de l'Union européenne en matière de la gestion des risques d'inondation. Les pays se sont mis d'accord sur les différents domaines, les zones d'intérêt partagées, c'est-à-dire des zones à protéger. Les pays facilitent la communication et facilitent la mise en œuvre de ces mesures au sein de la commission de la SAVA. Prochaine recommandation, nous avons besoin de mettre en place des solutions basées sur la nature, tout en prenant en compte les écosystèmes, l'agriculture et la gestion des sécheresses. Nous devons mettre en place des systèmes d'alerte précoce, comme l'a été mentionné, pour ne pas être pris au dépourvu. Ces systèmes d'alerte précoce seront très importants pour notre bassin. Ensuite, la prochaine activité, le prochain exemple que je souhaite partager est le suivant. C'est un programme de développement intégré des corridors des rivières ou des fleuves Sava et Drina. Je veux vous montrer la manière dont une entité internationale peut contribuer au développement, à l'élaboration d'un programme. Encore une fois, il s'agit des corridors des rivières ou des fleuves Sava et Drina. C'est le programme SDIP. J'ai suivi de près la situation au Congo et je crois que les situations se ressemblent beaucoup. Notre programme a été élaboré en 2017 avec la coopération de la Banque mondiale en 2017. Nous avons pu élaborer un plan d'action. Ce plan d'action conjoint pour le bassin de la Sava a été élaboré et soutenu par les États membres. Les différentes actions prioritaires ont été stipulées et après de longs mois de préparation, les différents pays, y compris le Monténégro, qui n'est pas partie au cadre, ont signé une déclaration conjointe des représentants des partis au FASRB, au cadre et du Monténégro sur le plan d'action et les étapes clés pour le bassin de la Sava en tant que catalyseur de la coopération dans la région. Cela a contribué aux efforts des pays de la Sava afin d'assurer le développement économique durable et la croissance du bassin. Par conséquent, comme vous voyez, l'objectif de ce programme est de soutenir une coopération accrue en investissant dans l'infrastructure et les mesures complémentaires, tout en prenant en compte les impacts actuels et futurs du changement climatique. Ce programme passera en revue
les risques d'inondation et de sécheresse tout en augmentant la résilience aux risques liés au changement climatique. Si l'on considère ce programme, les objectifs seront atteints grâce à une coopération, un partage de ressources en matière d'eau au sein du bassin. Et je n'ai pas mentionné, mais encore une fois, ce programme a été préparé par la Banque mondiale et durera 10 ans. Il y aura 2 périodes d'affilée, 2 phases d'affilée. Les coûts totaux seront de 332 millions de dollars US. Et nous nous attendons à ce que ce programme soit une vraie réussite et nous sommes confiants s'agissant de sa mise en œuvre. C'est un exemple, encore une fois. Voilà, donc c'est le même programme dont j'ai parlé. J'ai parlé donc du coût estimé. C'est les différentes activités qui sont planifiées maintenant. Nous allons investir dans les transports en interne, y compris les différents enjeux liés aux mines. Nous savons qu'après les différentes disputes dans les années 90, certaines mines ont été fermées. Et nous allons essayer de mettre l'accent sur la protection contre les inondations en investissant dans l'infrastructure de protection contre les inondations, afin de nous protéger davantage contre les événements drastiques et les catastrophes naturelles liées au changement climatique. En ce qui concerne les arrangements de mise en œuvre, je crois que cet exemple ressemble beaucoup aux arrangements que l'on a vus du Sahel. Nous avons du travail au niveau national, régional. À l'heure actuelle, nous avons 3 pays des 4 qui mettent en œuvre ce programme au niveau national avec le soutien de la Banque mondiale. Et au niveau régional, ce sera la commission de la SAVA qui s'en occupera. Les études régionales sont d'une importance primordiale et la commission de la SAVA établira différents projets pour la région, mais également un groupe de travail régional qui sera utilisé pour la coordination d'activités régionales et le partage des connaissances en ce qui concerne les activités nationales et régionales. Quant aux études régionales, nous nous attendons à ce que de nouveaux projets voient le jour grâce à ce projet et nous nous attendons à ce que nous puissions soutenir davantage d'autres plans au sein de la région. Deuxième phase, j'ai parlé d'un système d'alerte précoce et un système lié au débit du fleuve. Une stratégie d'adaptation au changement climatique sera également élaborée. Et c'est très important peut-être de mentionner que nous nous attendons à ce que toute la région ou tous les projets de la région soient financés par les fonds verts. J'espère que cette présentation n'a pas pris trop de temps. J'avais envie de vous partager les grandes lignes s'agissant de la commission de la SAVA. Thank you, Dorian, for this experience. That was perfect, and we see as well that here it's a process in the long run with many partners, and we know that the involvement
of the UNECE. Nous savons que l'implication des Nations Unies a été très importante pour le développement et l'élaboration des projets. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience, d'avoir apporté votre pierre à l'édifice. Je demande aux participants de poser les questions dans le chat et je demande aux intervenants de répondre aux questions. Sans plus attendre, je vais céder la parole à M. Frédéric Morel. Donc, le directeur adjoint du département eau et assainissement de l'Agence française de développement. Et ma question pour vous est donc que l'AFD dispose déjà d'une stratégie climat et nous souhaiterions savoir si vous pouviez nous présenter comment les projets d'eau et d'assainissement y contribuent et quelle place y tiennent les ressources transfrontalières. Vous avez la parole. Micro. Voilà, merci Edouard. Bonjour tout le monde. Oui, je vais tenter de vous exposer un petit peu l'importance que revêt les diligences climat dans notre activité de financement et effectivement comment le secteur y contribue et ce que devraient représenter les bassins transfrontaliers compte tenu de l'importance en termes de ressources et notamment en Afrique qu'ils revêtent. Je vais partager mon écran et la présentation. Voilà, c'est bon? Ok. Alors, en quelques mots, hein, pour vous signaler un peu ce que représente l'activité eau et assainissement dans notre division, nous sommes 25 responsables d'équipe projet avec plutôt des domaines d'expertise très techniques sur les sujets d'eau et d'assainissement. Et on finance des projets d'eau potable, d'assainissement, de réduction du risque d'inondation et de gestion intégrée des ressources. Il y aurait des sujets qui pourraient être ajoutés qui concernent d'autres divisions techniques, mais qui seraient dans l'ensemble des projets financés par l'AFD, qui pourraient concerner par exemple les barrages multi-usages ou à vocation hydroélectrique, qui existent aussi bien sûr. On n'a pas d'activité dans les domaines de la navigation fluviale, qui sont pourtant dans les bassins transfrontaliers aussi importants, mais pas, même si ça peut arriver, hein, on n'est pas trop actif dans ce domaine-là. Mais pour notre division, ce sont les 4 sujets que je viens de mentionner. Et le portefeuille en cours, c'est environ presque 250 projets et 7 milliards d'encours, d'activités en cours. Chaque année, on engage environ 1 milliard d'euros au bénéfice de ce secteur, ce qui représente un petit dixième de l'activité de l'AFD, mais c'est déjà bien important, hein. Et ça se situe pour moitié, en tout cas le stock de projets se situe pour moitié en Afrique et pour une partie importante, plus du tiers, dans toute l'Asie au sens large, hein, Eurasie, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, qui a pris beaucoup d'importance ces derniers temps, et une part plus réduite en Amérique latine. L'engagement annuel d'un milliard d'euros, vous voyez dans la dernière représentation plus bas que c'est quelque chose qui s'est un petit peu stabilisé ces dernières années, mais qui avait très fortement augmenté et pour doubler pratiquement au milieu de la décennie 2000-2010. Alors, excusez-moi, la stratégie climat de l'AFD. Alors, on est en parallèle un petit peu avec tous les développements qui ont été induits par la COP21, dont la France était évidemment un acteur très important. La France et donc l'AFD ont des engagements très forts. Nous devons consacrer 5 milliards d'euros par an à l'horizon 2020, ce qui est advenu, à la lutte contre le dérèglement climatique, dont 1 milliard sur l'adaptation. Ceci a été atteint dès 2019. Et pour l'année 2020, on était à un volume d'activité de finance climat de 5 milliards, soit près de la moitié de nos engagements, qui concernent des contributions pour l'atténuation, pour l'adaptation et aussi à travers certaines aides budgétaires dans la vocation et dans ce domaine. Et une autre exigence, c'est que 100% des projets sont alignés à la COP21, au principe de la COP21, hein, en dehors du volume de la finance climat qui est retenu, chaque projet est complètement compatible avec les principes et les engagements de la COP21. Nos nouveaux efforts maintenant, c'est de faire jouer les synergies
de cet engagement climat avec d'autres objectifs de développement durable, et en particulier celui de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en se rendant compte avec les acteurs un peu du secteur et promoteurs des questions de biodiversité, on se rend compte que les solutions de biodiversité, les solutions fondées sur la nature, sont elles-mêmes porteuses de bénéfices climat. Et donc, on cherche un petit peu à profiter de cet élan qu'on a donné aux engagements pour le climat pour entraîner également des bénéfices sur la biodiversité. Et l'objectif, c'est que 30% de notre activité climat, de notre finance climat, soit marquée en biodiversité CAD 1 ou CAD 2 Rio. Donc ça, c'est un engagement assez fort qu'on a pris pour les prochaines années. Et en ce qui concerne la contribution du secteur de l'eau et de l'assainissement, on voit qu'il est très fort puisque plus de 70%, en 2020, c'était les 3/4 de notre activité sont de la finance climat, hein, donc on a une belle contribution avec notre secteur. Et également dans la biodiversité, bien que ce soit plus faible, puisqu'à peu près 110 millions d'euros, soit de l'ordre de 10% de notre activité est marquée biodiversité, essentiellement en CAD 1. Et c'est un engagement qui est une cible qui augmente, puisqu'on va viser maintenant désormais 20% de notre activité pour la biodiversité. Voilà. Pardon. Je crois que j'ai sauté une slide. Voilà. Alors, en ce qui concerne les activités en Afrique et concernant les bassins transfrontaliers, alors on a fait cette constatation, bien sûr, que vous connaissez et dont on tient beaucoup compte, c'est que la ressource transfrontalière en eau en Afrique est très importante. On le voit sur la dimension des bassins et sur la dépendance des États à cette ressource, qui atteint 70% sur les zones rouges dans la carte au centre. Et on a fait la corrélation un petit peu avec la vulnérabilité de ces États au phénomène d'inondation ou de sécheresse, où vous voyez dans la troisième carte les épisodes et l'importance de ces épisodes en termes de sécheresse en orange et d'inondation en bleu. Et pour se rendre compte que la gestion de ces ressources transfrontalières sur ces territoires est fondamentale pour réduire le risque de changement climatique, et en particulier sous l'angle de la vulnérabilité. Donc on sait que pour nous, c'est très important d'agir à l'échelle de ces territoires, des grands bassins des fleuves transfrontaliers pour rechercher ces bénéfices. Alors on intervient déjà depuis longtemps sur ces grands bassins transfrontaliers. On intervient auprès de l'OMVS, le fleuve Sénégal, qui vous a été présenté tout à l'heure sous l'angle d'un projet, mais on a d'autres activités avec cet organisme, important et depuis longtemps. Également avec l'autorité du bassin du Niger. Avec la commission du lac Tchad, du bassin du lac Tchad, nous sommes en identification de projets, mais c'est également un territoire qui nous semble important. On a eu historiquement des activités sur le bassin de la Volta qui se sont achevées. On a une activité toujours importante au bénéfice du bassin du Congo au Bangui-Songa, dont je vais parler un petit peu plus. Et on intervient également sur le bassin du Nil. Voilà un petit peu les territoires où se sont concentrées nos activités au cours de ces 15 dernières années, dira-t-on. Et j'ajoute sur un territoire externe à l'Afrique un projet important qu'on a aussi au bénéfice de la Mekong River Commission en Asie. Alors, les thèmes qui sont couverts par nos activités au bénéfice de ces bassins, d'abord, c'est à peu près 35 millions d'euros qui ont été engagés depuis une quinzaine d'années par l'équipe France, entre le ministère des Affaires étrangères, qui avait engagé pas mal de coopérants, l'AFD, et puis également le FEFEM, dont il a été question déjà dans la présentation tout à l'heure. On a beaucoup travaillé sur les questions de connaissance de la ressource, suivi hydrométéorologique, les problèmes, les bilans ressources-demande et le développement de systèmes d'information et de modèles pour l'aide à la décision, et ça pratiquement dans tous les bassins. Et ça, vous voyez, on vous a déjà montré dans les présentations précédentes l'importance que ça revêt pour les questions d'adaptation. On a également une activité assez importante et soutenue sur le suivi environnemental et les problématiques de qualité des eaux ou de maladies hydriques.
On travaille à la stratégie et la planification, l'élaboration de schémas directeurs, d'études de préparatoires, notamment des gros ouvrages structurants comme les barrages, et on cherche à renforcer, à faire du renforcement institutionnel auprès de ces organismes de bassin, également comme activité transverse. En quelques mots, hein, les appuis, les principaux thèmes d'appui, par exemple sur la SICOS, on insiste beaucoup sur la question bien sûr de gestion transfrontalière, sur l'amélioration du suivi de la ressource, et une dominante dans les appuis qu'on a développés auprès de la SICOS, c'est l'activité, enfin l'acquisition d'informations sur la hauteur des masses d'eau par mesure satellitaire, qui a permis de montrer le grand intérêt de cette source d'information avec une activité conduite dans l'esprit un peu de la recherche-développement pour montrer qu'on pouvait tout à fait densifier le réseau d'information au sol et aussi donner une profondeur historique assez importante avec des calages a posteriori. Donc un projet très important à nos yeux. Auprès de l'initiative du bassin du Nil, c'est un projet d'1 million qui s'est achevé et qui a aidé à établir un peu la planification stratégique à 5 ans et à montrer un petit peu que les projections du changement climatique et de la demande en eau et des consommations en eau rendaient très vulnérables certaines parties du territoire et donc ont aidé à élaborer certains scénarios d'adaptation. Donc ici aussi, une activité de planification bien développée et très utile qui s'est achevée ces dernières années. Sur le bassin du Niger, on appuie beaucoup sur le suivi hydrologique, hein, la densification un peu de stations au sol. C'est vraiment au cœur de notre activité. Et on introduit maintenant un volet d'études sur l'altimétrie spatiale, comme ça a été le cas sur la SICOS. Et auprès de l'OMVS, également toujours ce travail sur l'appui et suivi hydrologique, également une composante qui démarre sur l'altimétrie spatiale et qui va bénéficier un petit peu de tous les développements qui ont pu être faits sur le Congo. Et on ajoute une approche un peu plus qualitative avec l'analyse de la problématique de l'orpaillage dans la vallée de la Falémé. Voilà, à très grands traits. Et l'exposé qui a été fait tout à l'heure sur la SICOS nous montre à peu près quelles sont les différentes étapes de préparation et de mise en œuvre de ces projets. C'est quelque chose qui a prévalu sur l'ensemble de ces bassins. Et pour répondre un petit peu aux questions qui étaient posées sur la durée de préparation, je dirais que oui, ça peut être long. En général, ce sont quand même des préparations qui s'inscrivent dans les activités en cours, puisqu'il y a une certaine continuité des appuis qui sont fournis. Donc la préparation à l'appui suivant a lieu dans celle qui est en cours, et ça peut expliquer aussi quelquefois un petit peu la durée, puisqu'on attend la période de renouvellement. Mais il faut aussi indiquer qu'on est en général sur des activités qui impliquent de nombreux partenaires et qui a ses complexités souvent, partenaires en termes d'États membres, mais aussi de prestataires, d'organismes de recherche et de bureaux d'études qui sont mobilisés. Donc effectivement, on peut être un petit peu surpris, mais c'est très souvent des durées de préparation de cet ordre-là. Et je terminerai un petit peu en montrant les perspectives et vous montrer encore une fois l'attention qu'on porte à ces problématiques et ces enjeux qui sont, à nos yeux, inscrits dans les grands bassins. D'abord, on renouvelle un petit peu nos perspectives de financement et on poursuit l'effort sur de connaissance de la ressource qu'on pense devoir être consolidé parce que toujours assez peu satisfaisant à l'aune des enjeux climat et biodiversité, en insistant sur l'apport du spatial, et notamment de la mesure altimétrique des masses d'eau qui intéresse beaucoup nos partenaires d'organismes de bassin et qui va donc être amené à se développer, surtout avec les promesses de nouveaux satellites des projets de nouveaux satellites. On cherche aussi un petit peu à mieux définir à ces échelles-là quelles pourront être les solutions fondées sur la nature qui pourront être développées. Et on a pour cela un partenariat avec l'ONG The Nature Conservancy qui est développé et qui prend forme et qui apporte un certain nombre de suggestions qu'on partagera avec ses partenaires, toujours organismes de bassin transfrontaliers, pour promouvoir un peu mieux ce type de solution.
Je voudrais vous signaler aussi qu'on est en train de proposer et d'animer une initiative Équipe Europe, Team Europe Initiative, auprès de l'Union européenne, régionale, sur le thème des eaux transfrontalières, dans le cadre de la nouvelle programmation UE-NDCI, qui nous mobilise, la France et l'Union européenne, mais aussi la coopération allemande et la coopération belge, notamment. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour, enfin être confirmé cette année et montrer un engagement plus fort et une coordination assez étroite entre ces partenaires, financiers. Et puis aussi une autre activité importante qu'on a décidé, qu'on a lancée avec un travail pour mieux comprendre les impacts du changement climatique sur le cycle d'eau dans les grands bassins, dans un partenariat qu'on finance avec l'IRD, quelque chose qui doit nous aider à mieux comprendre les déterminants climatiques, les déterminants anthropiques, leurs interactions et leurs effets sur les différents cycles, le cycle de l'eau lui-même, les cycles associés, hein, du carbone, mais également de l'azote et du phosphore, par exemple, et en lien avec toutes les problématiques d'usage et de répartition de la ressource. Voilà un travail important qui va être développé en particulier sur les grands bassins sahéliens du Niger et du Sénégal, comme territoire un petit peu d'investigation. Voilà, ce projet démarre et devrait nous apporter de bons éclairages qu'on partagera bien sûr avec tous les partenaires qui s'y intéresseront. Voilà, je terminerai un petit peu, peut-être pour répondre à l'avance et très rapidement à ce que j'ai noté comme question qui pouvait concerner un bailleur comme l'AFD dans ce qui était indiqué. Notamment, je reviens un petit peu sur la durée de l'instruction et les spécificités et un petit peu de ces instructions et de préparation des projets aux yeux des bailleurs. On est maintenant dans vous voyez un petit peu toutes les ambitions qu'on donne à nos projets en termes de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et des tas d'autres sujets. Donc on a beaucoup de diligences qui se cumulent dans la préparation des projets et c'est un travail préparatoire qui s'intensifie, qui se complexifie et qui doit suivre des diligences assez strictes et menées assez étroitement, sans compter celles qui concernent les problématiques de risques fiduciaires ou réputationnels sur lesquels nous sommes amenés à avoir de très forte vigilance en tant que banque, en suivant des règles assez strictes imposées aux établissements financiers. Donc voilà les déterminants un petit peu de ces instructions qui peuvent vous paraître complexes quelquefois. On aimerait nous aussi que ça se passe un petit peu plus vite, mais en tout cas dans la préparation des projets, il faut très vite se rapprocher des bailleurs pour savoir satisfaire assez rapidement ces diligences un peu complexes. Heureusement, on arrive à se coordonner avec les partenaires pour que les diligences qu'on peut mener, lorsqu'elles méritent la confiance de nos autres partenaires, notamment européens, allemands, Union européenne, Banque européenne d'investissement, elles puissent être satisfaisantes les uns avec les autres pour induire rapidement des cofinancements. Ça, c'est peut-être un élément un peu plus favorable et qui joue beaucoup pour les très grands projets qu'on mène, comme les barrages ou comme des gros financements d'épuration qui peuvent concerner des masses d'eau transfrontalières, elles aussi. Voilà un petit peu les éléments plus positifs pour vous rassurer. Merci de votre attention et voilà, à votre disposition pour des réponses à des questions dans ce qui nous reste comme temps. Merci beaucoup Frédéric et merci aussi aux participants de jeter un œil dans le chat puisque c'est ici que nous pourrons répondre à vos questions et je vois également que la CEE-ONU a replacé le lien d'inscription, le lien de connexion pour la réunion, la 9e session de la réunion des parties à la Convention de 92. Merci Frédéric pour cette présentation où on a pu voir aussi que la plupart des projets visaient maintenant des co-bénéfices, adaptation et biodiversité. Ça a été soulevé par Boris Erg de l'Union internationale pour la conservation de la nature en Tchad. C'est vrai que c'est un point important pour nous également. Maintenant, sans d'autres formes de cérémonie, je vais passer la parole pour la conclusion à Monsieur Erwin Dennis from the World Bank. Mr. Erwin Dennis, de la Banque mondiale, Monsieur Erwin Dennis, vous avez la parole pour conclure et clôturer ce webinaire.
Merci beaucoup, Edouard. Merci à Eric et merci aux membres du panel de cette session très intéressante. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être impliqué lors de la 9e session de la réunion des parties. Je m'appelle Erwin Denis et je suis responsable du programme SIWA. C'est la coopération internationale en Afrique occidentale de la Banque mondiale. Et je représente Madame Jennifer Sawar, directrice mondiale du pôle expertise en haut de la Banque mondiale. Nous sommes le fournisseur principal de financement pour les projets en matière d'eau avec plus de 26 milliards de dollars de financement pour les projets financés à travers le monde. 17 milliards de ces 27 milliards impactent dans quelque sorte une entité nationale ou internationale, ce qui veut dire que plus de 60% des investissements de la Banque mondiale en eau sont pour les aquifères et les bassins qui sont partagés par 2 ou plus de pays. Je souhaite partager plusieurs leçons prises de cette session tout à fait intéressante. J'ai été ravie d'entendre les expériences liées à l'incubation jusqu'à la maturité des projets qui ont été présentés par différents membres du panel. Il y a eu un dénominateur commun, à savoir la manière dont les ponts de levier sont exploités afin d'aborder les différents enjeux, relever les différents défis liés au projet. La coopération transfrontalière est très importante, est une pierre angulaire de toutes nos activités au sein de la Banque mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que la coopération est également nécessaire pour l'action climatique. C'est exactement ce dont on a parlé aujourd'hui. La coopération contribue aux résultats climatiques en mettant l'accent sur les différentes opportunités pour adapter au changement climatique, mais également pour atténuer les conséquences du changement climatique. Au cours des 10 dernières années, 40% du financement accordé par la Banque mondiale était lié aux projets climatiques. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur les avantages, qu'il s'agisse de systèmes d'alerte précoce ou même la gestion de débit des bassins transfrontaliers. Monsieur Blaise a pris la parole au nom de la secrétaire générale et ce qui était très intéressant, c'est de comprendre la manière dont la mer était prise en compte dans la gestion des eaux pour structurer et mettre en œuvre différents investissements de la part des associations ou des États membres. Monsieur Blaise a également parlé de la navigation, de la gestion des ressources et des études de faisabilité. Ensuite, il a parlé de l'importance du partenariat et des accords de coopération afin de sensibiliser les partenaires de développement s'agissant de projets bancables ou projets susceptibles d'être financés pour l'adaptation au changement climatique. Il a également parlé des parties prenantes, mais aussi les défis auxquels ils sont confrontés s'agissant de la maturité des projets liés aux capacités, non seulement les capacités climatiques, mais également les capacités liées à l'élaboration de projets. Monsieur Abdelkader de l'OSS a parlé de l'importance de la résilience. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de la résilience transversale, c'est-à-dire non seulement le MVS, mais également au sein des États membres, les communautés et les gouvernements locaux. Une résilience transversale est très importante et dans ce cas, il a parlé du partage d'informations actionnables non seulement pour les utilisateurs finaux en temps réel, pour une meilleure gestion de la terre, des eaux et du sol. En ce qui concerne notre collègue, M. Zelko, le secrétaire de la Commission internationale du bassin de la Sava, j'ai compris l'importance du temps nécessaire afin de renforcer cette collaboration entre les différentes parties prenantes, les accords cadres, les protocoles, les projets, les analyses et toutes les différentes composantes qui ont été mentionnées par le secrétaire de la Commission, les plans d'action conjoints, les déclarations
déclarations conjointes, les programmes pour la prévision des inondations et M. Zelko a également mis l'accent sur les intérêts mutuels et les situations gagnant-gagnantes pour tous les parties concernées. Et enfin, notre collègue de l'AFD, M. Morel, a souligné l'importance d'une stratégie partagée en matière d'eau et de changement climatique, des vrais engagements non seulement envers la lutte contre le changement climatique, mais également la protection de la biodiversité. Un engagement fort au sein des bassins africains, l'importance des connaissances actionnables et des informations actionnables en matière de l'eau et des ressources en eau et du modelage. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire que nous avons un nouveau plan d'action et nous nous engageons à dédier 35% de notre financement au projet d'eau, dont 50% pour l'adaptation au changement climatique, et nous nous engageons d'aligner notre financement avec les différentes exigences de l'accord de Paris. Enfin, la Banque mondiale, nous avons une nouvelle stratégie s'agissant de notre engagement dans les bassins transfrontaliers. Nous avons établi 3 priorités. Nous souhaitons renforcer les facilitateurs de coopération. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance des activités au niveau national, mais de manière transfrontalière, comment regarder les différentes institutions et les investissements. Deuxième, nous souhaitons faire la promotion de dialogue sur les thématiques clés. Monsieur Morel a parlé de la biodiversité, mais on a également entendu parler du maintien de la paix et des eaux souterraines. Et enfin, tous les membres de notre panel ont parlé du tissage de liens, de partage de connexions, de partage de savoir, de connaissances, afin de sensibiliser les parties prenantes s'agissant des enjeux liés au bassin transfrontalier. Nous remercions et nous aimerions remercier le réseau international des organismes de bassin de leur travail et nous attendons avec impatience notre future collaboration. Et Eric, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais rien dire de plus, nous sommes en retard. Peut-être pour préciser que nous faisons une photo de famille. C'est le moment d'allumer vos caméras. Pendant que je remercie à nouveau tous les panélistes pour leur témoignage, que je remercie Erwin pour sa conclusion et ses propos chaleureux, que je remercie nos interprètes qui ont permis une nouvelle fois d'honorer la version trilingue de ce webinaire et nous nous retrouvons pour un certain nombre d'entre nous lors des sessions de la réunion des parties de la Convention sur l'eau. En tout cas, portez-vous bien chacune et chacun dans vos bassins et vos régions. À bientôt.